Emmanuel Macron est arrivé à Beyrouth ce matin pour témoigner de la solidarité de la France envers le Liban, mais aussi pour réclamer la transparence des actes politiques et la reconnaissance des responsabilités dans les explosions de mardi. L'Amazonie en plein calvaire, très touchée par le Covid, le pays est maintenant aussi en proie aux incendies, des incendies allumés intentionnellement par des paysans pour s'approprier des terres. Fabio Jacobsen, toujours dans le coma, le champion cycliste hollandais a été victime d'une terrible chute à l'arrivée de la première étape du Tour de Pologne hier. D'après ses médecins, son état est grave mais stabilisé. Bonsoir à toutes et tous. Le président français est arrivé à l'aéroport de Beyrouth ce matin. Une visite de 2 jours pour témoigner de la solidarité de la France envers le Liban après les terribles explosions de mardi. Emmanuel Macron a été accueilli par le président libanais Michel Aoun. Il a insisté à son arrivée sur la nécessité de réformes indispensables dans le pays. J'ai souhaité ensuite voir l'ensemble des forces politiques pour avoir un dialogue de vérité. Car au-delà de l'explosion, nous savons que la crise ici est grave. Elle implique une responsabilité historique des dirigeants en place. C'est une crise politique, morale, économique et financière dont la première victime est le peuple libanais. Et elle impose des réactions extrêmement rapides. Et donc pour moi, cette visite est aussi l'occasion d'un dialogue de franchise, d'une exigence aussi à l'égard des forces politiques et des institutions libanaise. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui de ce dialogue de vérité. Et les heures qui viennent seront également importantes à mes yeux. Une commission d'enquête a été mise sur pied au Liban pour tenter d'identifier les responsabilités dans ces explosions. Le gouvernement libanais pointe du doigt une cargaison de nitrate d'ammonium stockée sans mesure de précaution dans le port. Une absence de précaution dont le gouvernement est lui-même responsable, selon le peuple libanais. Selon le dernier bilan en date, les déflagrations dans le port de Beyrouth ont fait au moins 145 morts, 5000 blessés. Les hôpitaux sont débordés. Les cliniques manquent de tout, y compris de nourriture. Ce jeune couple a tout perdu. Leur nouveau-né, âgé de 4 jours à peine, a été blessé. Le couple attend son bébé à l'hôpital. Leur appartement a été détruit. En quelques secondes, notre vie a basculé. On avait notre maison, notre famille, notre petit bébé. Maintenant, nous n'avons plus rien. La déflagration a tout fait exploser autour de nous. Regardez, je suis blessée partout. J'essaie de protéger mon bébé, mais je ne suis pas complètement parvenue. 300 000 personnes sont maintenant sans abri. Les autorités n'ont pas mis en place de dispositifs pour les loger. Alors, les Libanais se mobilisent pour lancer des opérations de déblaiement des décombres ou d'accueil des sans-abri dans des maisons privées. Le gouvernement libanais a décrété l'état d'urgence pour 2 semaines à Beyrouth, dont la sécurité a été confiée à l'armée. Partons à présent en Amazonie où les peuples indiens vivent un calvaire. Ils sont confrontés à la fois au Covid qui fait des ravages dans leur communauté, mais aussi à des incendies criminels allumés par des paysans qui veulent s'approprier des terres et déforestent de manière sauvage. Le président Bolsonaro ferme les yeux, voire encourage, selon certains, cette destruction de la forêt amazonienne. Françoise Walmack. Le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado, qui s'est donné pour mission de planter des centaines de milliers d'arbres, a des mots très forts contre le président brésilien. Il parle de génocide contre les Indiens. Bolsonaro veut les rayer de la carte du monde, dit-il. Il faut dire que les populations indigènes sont encore traumatisées par le souvenir des maladies mortelles amenées par les colons blancs à l'époque. Ils ont peur d'être décimés par le Covid-19, qui a déjà touché 190 communautés et provoqué la mort d'1 millier d'Indiens, dont des chefs très respectés. Ramberto Kawomari, leader de la communauté Tikuna, redoute la disparition de toute une culture. Si les chefs spirituels et culturels meurent, nous nous retrouverons avec des jeunes qui, à l'avenir, ne connaîtront rien de nos cultures, de nos pratiques et de nos coutumes. C'est donc de cela que nous avons peur. Pour fuir la pandémie, certaines tribus ont décidé de s'enfoncer dans la forêt et de recourir aux plantes et aux remèdes traditionnels. Mais ils sont menacés par les chercheurs d'or qui s'aventurent de plus en plus loin. Traqués par la maladie et l'appât du gain, les Indiens d'Amazonie se battent pour leur survie. Chez nous, pour la première fois depuis le rebond de l'épidémie de Covid-19, les chiffres des nouvelles infections se stabilisent. 530 en moyenne chaque jour au cours de la semaine écoulée. Pour Yves Copiters, épidémiologiste et professeur de santé publique à l'ULB, il ne faut cependant pas se braquer sur les nouvelles infections, mais analyser ce qui se passe au sein des hôpitaux. Et ces statistiques-là aussi sont plutôt rassurantes.
Les indicateurs hospitaliers sont stables, il vacille un peu de jour en jour, mais sans véritable augmentation. Donc ça, c'est très important, puisque c'est des indicateurs phares dans le suivi de l'épidémie, les hospitalisations, les soins intensifs, la mortalité. Et donc, on est bien dans un scénario différent de la première vague, c'est-à-dire on est dans une épidémie qui touche bien les jeunes de moins de 50 ans et avec de moins en moins de formes graves. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant de plus communiquer sur ces indicateurs hospitaliers, puisqu'on a dit quand même qu'on voulait éviter l'engorgement des hôpitaux, on voulait éviter la mortalité. C'est le cas actuellement, donc il faut aussi communiquer là-dessus, parce que ça relativise un peu le sentiment de peur qu'on a actuellement. Au cours de la semaine écoulée, 3 malades en moyenne sont morts chaque jour. Le nombre des nouvelles admissions était, lui, de 24 par jour. La région bruxelloise compte imposer le port du masque lorsque le seuil des 50 contaminations pour 100 000 habitants sera atteint pendant une durée de 7 jours. C'est le seuil fixé par Siensano qui considère qu'à partir de 50 cas, la propagation du virus devient difficilement contrôlable. Mais cette nouvelle mesure n'est pas encore pour demain, puisque cette semaine, la région bruxelloise recense 38 cas pour 100 000 habitants. Brussels Airlines a perdu 182 millions d'euros depuis le début de l'année, conséquence de la crise du coronavirus et l'annulation de milliers de vols. La compagnie aérienne présente ses résultats financiers du premier semestre. Ils sont catastrophiques. La compagnie elle-même le dit, l'impact du coronavirus sur ses finances est dramatique. Il y a eu 25 000 vols de moins au premier semestre, ce qui veut dire presque 3,5 millions de passagers en moins, sans compter tous les remboursements à faire pour les vols annulés. À court terme, la société dit pouvoir tenir tout juste grâce aux aides reçues, mais c'est sans garantie sur le long terme. La Belgique est bien entrée dans une vague de chaleur. Les températures dépassent allègrement les 30 degrés, au moins jusqu'à dimanche. La chaleur est récurrente, la sécheresse aussi. Les agriculteurs s'en plaignent pour la 4e année de suite. Ils ont notamment du mal à faire pousser du fourrage, ces plantes qui servent de nourriture aux bêtes. Alors certains essayent de trouver des alternatives. Dans les fourrons, Luc Hollans, un producteur laitier, s'est lancé dans la culture d'une plante africaine, le moa, une plante qui a besoin de très peu d'eau pour pousser. Donc le moa, c'est de la famille du sorgho. Donc le sorgho, les gens en Afrique, ils font de la farine avec ça. Donc c'est une céréale africaine en fait. Mais sauf qu'ici, on ne la laisse pas venir à maturité, mais on la garde uniquement pour la verdure, pour le fourrage pour les vaches. C'est assez surprenant parce qu'ici, on a un morceau de terre où il n'y avait plus rien qui avait poussé. On avait semé de la luzerne au printemps, mais elle n'est pas venue du tout. On a planté du moa et le moa, il pousse. Donc on voit que même sur des sols très très pauvres, le moa, il vient. C'est une des solutions à côté. Vous voyez, c'est de la luzerne. C'est encore une fois une plante qu'on n'utilisait plus ou très très peu et maintenant qu'on utilise de plus en plus. Pourquoi ? Parce que la luzerne par rapport à l'herbe, elle a des racines beaucoup plus profondes. Donc on doit y vers des plantes qui savent aller chercher l'eau beaucoup plus bas dans le sol ou bien qui sont résistantes à la sécheresse. Donc il y en a qui plantent du sorgho aussi, ça devient encore beaucoup plus grand, en marche en famine par exemple. Et donc voilà, on doit être innovateur et inventif. Une interview de Barbara Schall. Les difficultés des agriculteurs, nous en parlerons demain sur La Première avec Marianne Streel, présidente de la Fédération Wallonne de l'Agriculture, la FOA. Elle sera interrogée dans Matin Première dès 7h50 par Anne-Sophie Brundonks. Un incendie s'est déclaré cet après-midi vers 15h45 dans la tour WTC, située boulevard du Roi Albert II, dans le quartier nord à Bruxelles. Seuls des ouvriers étaient sur place quand l'incendie s'est déclaré. Il n'y a pas de blessés. L'incendie est maintenant maîtrisé, mais un périmètre de sécurité a été installé, ce qui provoque des ralentissements. Il vaut mieux éviter le secteur en voiture si possible. Une trentaine de citoyens ont nettoyé la statue de Léopold II hier soir, dans le parc de Tervuren, pas loin du musée. Elle a fait l'objet de dégradations en début de semaine. Le nettoyage a été annoncé par Aymeric de la Motte sur les réseaux sociaux. Aymeric de la Motte est ancien membre du MR. Il a été candidat aux élections régionales de 2019 sur la liste d'Eustex. Il est aujourd'hui conseiller communal indépendant à Woluwe-Saint-Pierre. C'est la deuxième fois qu'il organise un tel nettoyage sur le monument. Ce mouvement de citoyens nettoyeurs se dit apolitique. Mais qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations ? Pierre-Yves Megens est allé à leur rencontre hier. Ça va, venez, c'est bon. Les pieds dans l'eau, Aymeric de la Motte, qui est à l'origine de l'action, vient placer un drapeau belge devant la statue fraîchement nettoyée en matinée. Objectif, faire une photo avec la trentaine de citoyens qui a fait le déplacement. Et c'est un rassemblement citoyen, c'est pas un rassemblement royaliste ou quoi que ce soit. Parce que si ça n'avait pas été le roi, on se serait également rassemblé. Si ça avait été, une autre statue historique ou culturelle. Rapidement, pourtant, l'un des participants prend la parole et lit un texte sur Léopold II. Il est injuste d'en faire le bouc émissaire
de tout ce qui ne tourne pas rond sur la planète. Les citoyens présents sur place disent refuser tout racisme ou négation des événements. Les références au passé colonial de la Belgique, elles ne sont jamais très loin. Ok, vive le roi. Je pense que c'est important de préserver la mémoire de nos ancêtres, notre sang et notre patrie. Je peux vous dire que si on est venu ici très nombreux, c'est parce qu'on a lu, on s'est renseigné et on ne vient pas simplement ici sur un coup de tête. Ce père de famille, drapeau belge à la main, lunettes et masque aux couleurs du pays, a fait le déplacement avec sa fille. Par rapport à ce qu'elle apprend peut-être à l'école aussi, est-ce que c'est l'histoire réelle, complète? Est-ce que cette histoire a été transformée Donc c'est important comme parent de pouvoir aussi éduquer ses enfants et de leur apprendre l'histoire de son pays. Au bout d'une demi-heure, la police finit par disperser le groupe dans le calme. En cyclisme, les suites de cette terrible chute survenue hier lors du sprint massif à l'arrivée de la première étape du Tour de Pologne. Une chute effroyable à pleine vitesse et qui a violemment jeté plusieurs coureurs à terre, dont Fabio Jacobsen, qui est aujourd'hui toujours plongé dans un coma artificiel. Les détails de David Bertrand. Oui, le coureur néerlandais a été opéré pendant plusieurs heures la nuit dernière. Son état est toutefois jugé stable ce jeudi. Il est cependant maintenu dans le coma artificiel jusque demain au plus tôt. Une chute qui suscite en tout cas beaucoup de questions, notamment à cause du comportement répréhensible de Dylan Groenewegen, qui a coincé Jacobsen contre les barrières et provoqué la chute à pleine vitesse à plus de 70 km/h. Une action très sale, a commenté Patrick Lefevre, le patron de Deceuninck Quick-Step, l'équipe de Jacobsen qui a déposé plainte auprès de l'UCI, l'Union cycliste internationale, et qui envisage de le faire également auprès de la police polonaise. De son côté, Dylan Groenewegen, qui a été exclu de la course hier, s'est exprimé sur Twitter en début d'après-midi. Ce qui s'est passé hier est horrible, a-t-il écrit. À l'heure actuelle, c'est l'état de santé de Fabio qui est le plus important. Je pense à lui constamment, a encore ajouté l'auteur de cette impressionnante chute collective. Enfin, feu vert pour le début de la Pro League de football ce week-end. Le club de Westerlo n'évoluera pas en Division 1A. Il a été débouté devant le tribunal de l'entreprise d'Anvers. Westerlo avait intenté une action en référé. Le club de D1B exigeait de suspendre le début du championnat en attendant d'être intégré au plus haut niveau du football belge. La Pro League démarrera donc samedi à 16h30 avec la rencontre Club de Bruges-Charleroi. Une rencontre que vous suivrez certainement, Rachel Crivellaro. Évidemment, Marie-Laure, un tout grand merci. On file tout de suite sur les routes avec Elisabeth Michala-Koudis. Et on revient justement à Bruxelles à cet incendie à la tour WTC. Quartier nord saturé, on rappelle le périmètre de sécurité installé entre le boulevard Albert II, entre la rue Roger et le boulevard Simon Bolivar, en direction du centre-ville. Ailleurs à Bruxelles, les tunnels Botanique et Roger sont encombrés en direction de la Basilique. Suite à la fermeture des tunnels Montgomery et Georges-Henri, il y a des files tant vers Diamant que vers Boileau. Et puis ça roule assez bien sur le ring de Bruxelles, mais on vous rappelle, suite à ces fortes chaleurs, il est interdit de jeter n'importe quoi sur les routes et certainement pas les mégots de cigarettes, car déjà plusieurs petits feux de broussailles ont été signalés. Véhicule en panne sur le 313 Anvers-Liège, Anvers-Est, bande de droite neutralisée vers Liège. Et puis nous avons des travaux qui vous gênent également sur le 25 Bastogne-Liège entre Éoie et Esprimont. Il y a 3 km de file et une dizaine de minutes de retard en direction de Liège.